En juillet 1918, le tsar de Russie Nicolas II et sa famille sont assassinés sur ordre des bolcheviks. Aujourd'hui, on va vous raconter la fin de la dynastie des Romanov et leur mort tragique. Entre mystère, luxe, captivité et crime, découvrons ensemble cet événement ô combien important de l'histoire de l'Europe et du monde. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, on like la vidéo, et c'est parti. Février 1917, nous sommes en pleine guerre mondiale et c'est également le début de la révolution russe. Un mois après, le tsar de Russie Nicolas II abdique et devient un simple citoyen, Nicolas Romanov. Les bolcheviks vont s'emparer du pouvoir et mettre l'ex-famille royale sous surveillance. Nicolas II était monté sur le trône en 1894 à la mort de son père, Alexandre III. C'était un homme moyen, sans génie, qui n'avait ni les compétences ni le tempérament pour exercer le pouvoir. Il est probable qu'il ait vécu comme un soulagement, une délivrance de ne plus avoir à régner sur un pays comme la Russie, surtout en des temps aussi compliqués. Il était toujours indécis, attendait le dernier moment pour prendre une décision et on pouvait facilement le faire changer d'avis. Une des plaisanteries célèbres de l'époque disait que les personnes les plus puissantes de Russie étaient l'empereur et la dernière personne à lui avoir parlé. Nicolas II considérait néanmoins sa place sur le trône comme un droit divin, qu'il le veuille ou non, qu'il en soit capable ou pas. Son autorité sera contestée à plusieurs reprises. En 1904, la Russie perd une guerre contre le Japon, et son prestige en tant qu'empereur va grandement chuter, que ce soit en Russie ou à l'international. En 1905, une révolte interne le pousse à créer un corps législatif élu par le peuple. Sauf que dès la première séance, il en diminue le pouvoir. C'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Le tsar choisit ensuite d'entraîner son pays dans la Première Guerre mondiale. Résultat, 3 millions de morts pour pas grand-chose, du point de vue russe. Le pire, c'est qu'il est persuadé d'être aimé par son peuple, alors que celui-ci le surnomme Alexandre le Sanguinaire, ce qui n'est pas flatteur. Tout le monde l'appelle le sanguinaire. Le sanguinaire. Et c'est pourquoi il ne verra rien venir. Pourtant, Nicolas II a tout pour être heureux. Lui et sa femme Alexandra s'aiment réellement, ce qui est plutôt rare dans les mariages dynastiques à cette époque. Ensemble, ils auront 4 filles, Olga, Tatiana, Maria et la fameuse Anastasia, plus un fils, Alexis. Ils forment une famille unie, heureuse et sans problème. Alexandra, justement, est la petite fille de la reine Victoria d'Angleterre. Elle a beaucoup plus de tempérament que son mari, mais son côté hautain, prétentieux, lui vaut d'être détestée par le peuple russe qui ne voit en elle qu'une étrangère. Et Alexandra, contrairement à son mari, était consciente de son impopularité, ce qui la rendra autoritaire et paranoïaque. Le grand souci de la famille Romanov, c'était Alexis, l'héritier du trône qui avait le malheur d'être hémophile. L'hémophilie, c'est une maladie qui affecte la coagulation du sang. N'importe quelle blessure peut entraîner une hémorragie interne et provoquer une rupture des veines. Il n'existait aucun remède à cette maladie, et l'espérance de vie d'un hémophile était de 14 ans seulement. Cette maladie a été transmise par la reine Victoria à sa fille Alexandra, et Alexis en a pris la forme la plus grave. Toute la famille était aux petits soins pour le petit Alexis. Le danger était partout. Chaque activité était un risque que le gamin se cogne ou se coupe et donc meure. À une époque où les parents de l'aristocratie gardaient une distance avec leur enfant, Alexandra dormait avec lui tous les soirs. Et cette dépendance physique a créé un lien étroit entre les membres de cette famille. Un homme va profiter de la situation de faiblesse et de détresse des Romanov. Cet homme, vous le connaissez au moins de nom, c'est Grigori Raspoutine. On ne peut pas raconter l'histoire de la famille royale sans mentionner son nom, mais sachez qu'on consacrera une vidéo dédiée à ce personnage. Raspoutine, né dans l'ouest de la Sibérie, s'était autoproclamé saint homme. Il avait une réputation de guérisseur, de devin, et aussi d'homme aux mœurs plutôt légères. On ne saura jamais si Raspoutine croyait réellement avoir des pouvoirs surnaturels, ou s'il était un charlatan assumé.
Les Romanov ne se posent pas la question, et le guérisseur devient rapidement indispensable. L'influence qu'il exerce sur eux, et notamment sur Alexandra, est considérable. C'est en 1905 que la rencontre aura lieu. L'année précédente, Alexis est venu au monde, mais son hémophilie est une tragédie, non seulement pour lui, mais aussi pour la dynastie et l'avenir de l'Empire de Russie. Cette situation va permettre à Raspoutine de s'immiscer doucement, mais sûrement. En 1908, lors d'une grave crise d'Alexis, le guérisseur réussit à soulager les douleurs de l'enfant. À partir de ce moment, il ne quittera plus l'héritier et sa mère par la même occasion. La réputation du tsar et de la famille royale en prend un coup. Des rumeurs vont circuler sur l'influence néfaste du nouveau venu sur la politique du pays. On parle même d'une relation entre lui et l'impératrice. Il est très peu probable qu'Alexandra ait pu céder au charme de Raspoutine. Par contre, ce dernier a eu des aventures avec de nombreuses femmes de la cour. Nicolas II, une nouvelle fois, ne se rend pas compte du mécontentement populaire. En septembre 1915, le tsar est forcé de se rendre sur le front pour prendre lui-même le contrôle des forces russes. On rappelle qu'on est en pleine guerre mondiale. Alexandra gère donc les affaires du pays sous l'influence de son guérisseur, ce qui l'a conduit à nommer des ministres incompétents. Un tsar sans caractère, une impératrice hautaine, une guerre où s'accumulent les défaites, un goût manipulateur et avide de pouvoir, tout cela fait déborder le vase. En 1917, c'est la révolution bolchevique, qu'on ne va pas vraiment aborder dans cette vidéo. Comme pour le cas Raspoutine, c'est trop complexe pour être raconté comme ça au détour d'un autre sujet. Les bolcheviks, justement, une fois arrivés au pouvoir, se posent la question. Que faire des Romanov ? Certains sont pour l'exil, d'autres pour l'emprisonnement, et d'autres estiment que tant qu'ils sont en vie, ils représentent le danger du retour de la monarchie, et ils souhaitent donc leur mort. En premier lieu, la famille sera cloîtrée dans le palais Alexandre, situé à une trentaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Ils sont ensuite, pour des raisons de sécurité, envoyés à Tobolsk, dans le mont Oural. La famille n'est pas en danger, elle n'est pas maltraitée, et Nicolas apprécie même son nouveau mode de vie. Plus de responsabilités, plus de stress, il peut profiter librement de ce cadre champêtre. La famille a pu ramener des objets personnels, des souvenirs. Ils sont entourés d'une quarantaine de domestiques. Tout se passe relativement bien, pour l'instant. L'objectif de l'ex-famille royale est de demeurer dans cette résidence de Tobolsk, en attendant la préparation de leur exil au Japon, ou encore mieux, en Angleterre. Ils passent des jours heureux et ne se rendent pas compte que les possibilités de fuite se réduisent petit à petit. Au printemps 1918, les bolcheviks les forcent à se rendre à Ekaterinbourg, une ville clairement anti-royaliste. L'ambiance n'est plus du tout la même. Certes, ils séjournent encore dans un palais, mais cette fois ils sont surveillés. Ils ne peuvent plus se déplacer librement, n'ont plus leurs affaires personnelles, et leurs gardiens ne les apprécient pas. Celui qui gère la surveillance est Yarov Yurovsky, un homme strict qui garde toutefois un respect professionnel pour la famille Romanov. Nicolas commence même à l'apprécier. Là encore, c'est une erreur de jugement. Les seuls civils autorisés à les voir sont les 4 femmes de ménage. Elles sont la seule source de distraction de la famille. Et les 4 femmes, si elles n'ont pas le droit de leur adresser la parole, se rendent compte de l'amour et de la tendresse qui règnent chez les Romanov. Les sœurs Romanov vont même aider à laver le sol. Et les femmes de ménage, touchées par cette gentillesse, vont transgresser les règles et bavarder un peu avec les prisonnières. Dans la nuit du 16 juillet 1918, Lénine reçoit un télégramme lui informant que la décision a été prise. Il est temps d'en finir avec les prisonniers. La famille Romanov et leurs 4 domestiques sont réveillés à 1h30 du matin. Yurovsky leur annonce que des affrontements ont lieu entre les forces bolcheviques et les royalistes. Pour leur sécurité, il leur faut se rendre au sous-sol. La famille Romanov au complet, accompagnée de Eugène Botkin, le médecin, d'Anna Demidova, la femme de chambre, d'Ivan Karitonov, le cuisinier, et d'Alexei Trupp, le domestique, descendent au sous-sol et sont regroupés dans une petite pièce vide. On fait s'asseoir Nicolas et Alexandra, et aucun d'entre eux ne se doute de ce qui va arriver. Yurovsky entre à son tour, avec ses hommes, sort un document et commence à le lire.
La direction générale du Soviet régional, répondant à la volonté de la Révolution, a décrété que l'ancien tsar Nicolas Romanov, coupable d'innombrables crimes sanguinaires contre le peuple, doit être fusillé. À peine le discours terminé, les coups de feu se font entendre. Nicolas meurt le premier, abattu de plusieurs balles. Alexandra décède d'une balle en pleine tête. Les autres sont touchés, mais pas gravement. Seulement, un des assassins du nom d'Ermakov perd le contrôle et décide de céder à la barbarie. Toutes les victimes sont achevées à coups de baïonnettes et de poignards dans une atrocité qui durera 20 minutes. Les meurtres ont été chaotiques et faire disparaître les corps le sera tout autant. Les 11 corps sont chargés sur un camion et abandonnés dans la mine de Ganinayama que les assassins tentent de faire exploser sans succès. Ils reprennent la route, mais le camion s'enlise. Ils décident donc de se séparer des corps d'Alexis et de Maria qu'ils jettent dans la forêt. Les autres seront aspergés d'acide, brûlés et enterrés dans une fosse. Dans un premier temps, les bolcheviks affirment que la famille royale est toujours vivante, et en lieu sûr. Leur décès ne sera confirmé qu'en 1926, mais les autorités nieront leur responsabilité dans cette exécution. En 1936, Staline interdira tout débat concernant la famille Romanov. La villa d'Ekaterinbourg sera détruite sur ordre de Boris Eltsine en 1977 pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques de la royauté. En 1979, 2 historiens vont découvrir les tombes, mais la découverte restera secrète jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Ça montre quand même la lâcheté du régime communiste, incapable d'assumer ses propres actes. En France, on a aussi exécuté notre famille royale, ce qui, je pense, était une chose inutile. Mais au moins, c'était assumé, c'était fait au grand jour. En 1991, leurs ossements plutôt, sont rapatriés dans la cathédrale Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg. En 2000, l'église orthodoxe canonise les membres de la famille Romanov et construit un monastère en leur honneur. Je ne peux en terminer avec l'histoire de la famille Romanov sans vous parler des nombreuses théories voulant que les enfants aient survécu. L'impostrice la plus célèbre restera Anna Anderson, qui prétendra être Anastasia. On vous en parlera peut-être dans une vidéo dédiée, parce que cette histoire est assez fascinante. Cela a au moins permis au personnage d'Anastasia de rester dans les mémoires et d'être le sujet de nombreux films. C'était l'histoire tragique de la famille Romanov, une famille aimante, mais déconnectée du réel. Une famille royale qui n'a pas su comprendre les volontés de changement du peuple russe et qui ne s'est pas méfié de ses geôliers, devenus leurs bourreaux. Une histoire romanesque, ou plutôt romanovesque. Non, attends. Une histoire romanesque où se mêlent pouvoir, influence, meurtre et dissimulation. On le dit souvent, mais il y a tellement de vidéos à faire sur la Russie impériale. Dites-nous en commentaire si vous avez des sujets en tête. En attendant, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, la partager un maximum, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!